Salut, bienvenue dans After CAN, votre émission foot. Coup de tonnerre ce soir du côté du Caire. Le Cameroun, champion d'Afrique en titre, est tombé. Le Cameroun qui remettait sa couronne en jeu a perdu son titre. Le Cameroun qui a été battu et éliminé par le Nigeria. Coup de tonnerre x2 puisque l'Égypte, pays hôte et finaliste aussi de l'édition 2017, a été battu par l'Afrique du Sud. Les deux finalistes de la dernière édition sont à terre. C'est très compliqué ce qui se passe au Caire. On vient de vivre ça en direct. On reprend là l'émission tout de suite. C'est voilà, beaucoup d'émotions, on va dire, beaucoup de choses aussi. L'occasion de nous rappeler qu'on est en live sur Facebook. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en plateau avec mes invités. Il y a aussi le live sur le site www.sadafrique.com. On attend vos questions, vos réactions. Le plateau du soir, il est garni d'abord. Elton Mokolo, bonsoir Elton. Bonsoir à tous. Terence Ken, bonsoir Terence. Bonsoir à tous. Alioune, forcément content, bonsoir Alioune. Bonsoir, forcément content, oui, pour la victoire d'hier du Sénégal, mais déçu pour la victoire de nos amis camerounais la et défaite, égyptiens. C'est un lapsus. Excusez-moi, je ne pensais pas qu'ils allaient perdre. Et enfin, lui, il est forcément moins content, c'est Richard Na d'AfricaFoot.fr. Bonsoir Richard. Bonsoir Mansour, bonsoir le Cameroun et bonsoir l'Afrique. Alors messieurs, voilà, on a assisté à ces deux surprises, on peut dire quasiment, en tout cas il y en a une qui est peut-être plus surprenante que l'autre. On va commencer par le match qui a tenu en haleine tout le monde en après-midi, c'était Nigeria-Cameroun. Il y a eu beaucoup de buts, il y a eu un peu de spectacle, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette sortie de route du Cameroun ? On peut l'expliquer par le fait qu'il y a eu encore une instabilité au niveau de la composition. En ce sens, il y a des choix qu'on ne peut pas forcément comprendre. Je veux dire par là, quand Zambo Anguissa ne démarre pas le match et qu'il rentre en cours de jeu, c'est quand même quelque chose de bizarre. Et en face, tu as une opposition qui est structurée comme le Nigeria. Ouais. Alors effectivement, le Nigeria, quand bien même ils avaient perdu le match face au Madagascar, ça reste quand même une opposition très très intéressante. Ça reste une équipe structurée et tu peux pas arriver avec autant d'instabilité et de désorganisation. Et donc en ce sens, on a vu ce match-là, savoir que c'était des allées et venues dans les deux surfaces. On a eu un match très ouvert et au final, ça se décante de la mauvaise des manières pour le Cameroun et de la bonne manière pour Nigeria. Richard, est-ce que c'était une issue logique pour le Cameroun ? Non, c'était pas une issue logique au vu du match parce que quand on regarde, on fait la lecture de jeu, le Cameroun a eu son temps fort, le Nigeria a eu son temps fort et malheureusement pour le Cameroun, tu peux pas mener en première mi-temps et en deuxième mi-temps tu ouvres le jeu. Ouais. C'est quasiment impossible. Déjà il y a eu le remplacement de Mandjek par exemple, Zambo Anguissa. Moi je suis pas d'accord parce que sur ce match, il fallait des gars qui sont des baroudeurs au milieu du terrain. Et vous avez remarqué, dès que Zambo Anguissa est entré, ça a ouvert le jeu du Cameroun et le but est arrivé. Moi, je pense que aujourd'hui, il y a deux erreurs tactiques. On peut pas ne pas faire jouer un joueur comme comment on l'appelle encore, Jacques Zoua, ouais, qui n'a presque jamais joué pendant les phases de poule. On le fait rentrer dans un match où un gars comme Jay Clinton a marqué un but, il est chaud, mais c'est des erreurs c'est des erreurs de gamin. Ça se voit. Moi, je l'avais dit ici dès le départ, quand je disais que le Cameroun n'était pas, pour moi, ne m'a pas convaincu. Ouais. Tout le monde m'est tombé dessus, mais ça s'est vu. La première mi-temps du Cameroun, franchement, elle est bien revenue. L'équipe camerounaise est bien revenue. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Puisque même quand elle est menée par la suite, elle procède par des longues balles pour pénétrer. Ça, c'est ce que demandait le coach. Quand tu as le ballon, tu envoies. Mais pourtant, vous ne construisez pas le jeu. On va voir la composition de départ parce qu'on va rappeler quand même qu'en 4 matchs, Clarence Seedorf a affiché 4 compositions différentes, 4 schémas tactiques différents. On s'est déjà posé la question ici, Richard et les autres. Il s'adapte à l'adversaire ou il tâtonne ? On sent que clairement, il n'a jamais su trouver son équipe, son effectif, Terence. C'est clair que Clarence Seedorf tâtonne. Et moi, je rejoins complètement ce que Elton a dit lors de son propos préliminaire, parce que quand on voit la composition de l'équipe camerounaise, c'est vrai que tu parles de l'absence de Zambo Anguissa, mais les 2 milieux de terrain camerounais, Mandjek et Koundé, ils étaient aspirés par Etebo et Ndindi. Mais ça s'est vu. Moi, je prends par exemple une attitude. Quand je vois l'attitude de Mandjek, quand il sort, il râle, mais il ne fait pas un match extraordinaire. Si. Mais en milieu de terrain, les Camerounais... Non, Mandjek fait un très bon match. Non, je ne pense pas que les Camerounais...
Après, moi, je peux te dire que Mandjek, c'est un joueur à qui j'ai toujours fait des reproches, mais je peux te dire que sur ce match, Zambouangui, ça n'avait pas sa place. non, mais Richard, je veux bien que tu dises que Mandjek fait un bon match, mais quand tu vois le développement du jeu de l'équipe camerounaise, le Cameroun procédait beaucoup par le long balle, mais ça veut dire qu'en milieu de terrain, ça manquait de lit. Forcément, tu n'as pas de contrôle, mais si tu rajoutes à ça le positionnement douteux aussi de, comment il s'appelle, de Choupo-Moting, moi je veux bien, c'est vrai que tu parles de Mandjek, mais moi j'aimerais bien qu'on parle quand même de Choupo-Moting. Dans l'équipe du Cameroun, dans sa configuration actuelle, je ne vois pas trop son rôle. Pour moi, Karl Toko Ekambi, Baoken, c'était une attaque qui me paraissait cohérente. Mais pour moi, le milieu de terrain camerounais n'a pas du tout bien joué. Ça manquait de liant. Ça a beaucoup balancé de ballon. C'est vrai que sur une égalisation de l'équipe camerounaise, c'est sur un long ballon. Ils ont abusé du jeu long. Mais après, c'est vrai qu'ils marquent un but. Mais derrière, on n'a pas vu que les latéraux, comme d'habitude, les latéraux participaient au jeu. Pour moi, les Nigériens étaient tout disciplinés. Et lorsque les Camerounais ont pris l'avantage, pour moi, ils se sont un peu endormis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Totalement d'accord avec Elton et Terence sur leurs propos, sur l'absence de Zambo-Anguissa, déjà pour commencer au début de match. On va revenir d'ailleurs sur Zambo-Anguissa. Pour moi, c'est un autre match. Après, je suis d'accord aussi sur ce que dit Richard, que dès lors que Zambo-Anguissa est rentré, donc le match est différent. Mais sur ça, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'était déjà, ça sortait quand même d'une surprise, d'un miracle qu'à la fin de la première mi-temps, que le Cameroun mène 2-1. C'était quand même un miracle parce qu'ils ont mis 2 buts. Ils ont mis 2 buts, mais au vu de la physionomie de la première mi-temps. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce Nigeria qui a gagné le Cameroun, c'est un Nigeria qui est faible. Mais je suis d'accord avec moi, toi. Je vous dis, ce Nigeria n'ira pas très loin. On va en parler peut-être, mais je dis, ce Nigeria, c'est un Nigeria qui était faible et qui était prenable par le Cameroun. La preuve, le Cameroun mène au score. Oui, la preuve, justement, parce que il a fallu que le Cameroun accélère juste un peu, que ce Nigeria tremble. Mais moi, mon problème, c'est l'attitude du Cameroun quand elle revient en deuxième mi-temps. Le Cameroun revient en deuxième mi-temps comme des sénateurs. Comme pour dire que oui, on va ouvrir le jeu et on va essayer de vous marquer de but. C'est une attitude d'une équipe qui va à l'abordage, parce que déjà, sur les buts, le but de Igualo, quand il le marque, vous sentez que la défense camerounaise est perdue. Ils sont 3 derrière. Il n'y a personne qui rentre pour venir pour venir couvrir. Et la passe qu'il donne, la passe du troisième but qu'il donne à Iwobi, parce que mais oui, mais justement, quand vous avez un joueur comme Yaya Banana, qui lui, il est technique, Gande est technique, il n'y a personne là qui est un taulier qui va venir fermer la boutique. Moi, je ne comprends pas. Première question, l'occasion de rappeler aussi que sur la Facebook, vous pouvez nous poser vos questions par rapport à ce match. Une question de Premier Yves qui nous demande quel a été le tournant de ce match entre le Cameroun et le Nigeria, d'après vous? C'est quoi, à quel moment se fait la bascule? Parce qu'à un moment donné, le Cameroun mène 2-1, Nigeria vient à 2-2, et puis on se dit, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, justement à 2-2. Tu as envie de dire l'entrée de Zambo-Anguissa, mais au-delà de la rentrée de Zambo-Anguissa, pour moi, c'est l'ensemble. Il y a une période de flottement parce qu'il y a une réorganisation tactique à avoir, et le Nigeria en profite sur ce laps de temps très court. Et au final, Zambo-Anguissa, il va incarner ce symbole-là. Et moi, je pense que c'est un truc collectif, à savoir qu'il y avait des ajustements tactiques à faire et le Cameroun n'a pas su le faire au bon moment. Et toi, tu es gentil. Justement, le fait qu'il ait fait rentrer Zambo-Anguissa a déstabilisé son milieu de terrain, qui était stable. Parce que je ne vois pas comment on peut faire sortir un joueur comme Mandjek, qui tient la baraque, parce qu'on avait besoin au milieu de terrain des baroudeurs. On n'avait pas besoin des peintres. Parce que Zambo-Anguissa, il vient faire la peinture, il vient jouer le football léché. Il fait une très bonne phase de groupe, Zambo-Anguissa. Non, mais écoute, tout le monde dit qu'il fait une bonne phase de groupe. Écoute, Mansour, moi j'ai dit la dernière fois ici que là, on est en phase. En phase de championnat, on peut mettre tout le monde. Ouais. OK? Là, on est en phase de coupe. OK? Celui qui nous fait gagner, on le met. On ne veut pas savoir si tu es... Parce que il faut dire un truc. On est au milieu de terrain. Le milieu de terrain, dès qu'on t'arrache le ballon au milieu de terrain, une passe derrière ta défense et c'est fini. Bien sûr. Alors, donc, il faut moi je dis, erreur tactique. Là où le match a basculé, c'est quand on a fait rentrer Zambo-Anguissa. Quand il est même entré, le rôle pour lequel il a été assigné, il n'a pas joué son rôle. Moi, je dis, Seedorf, de toutes les façons, nous, on va attendre
de voir ce qu'on va décider de lui. D'accord, Parce que je suis sûr, Richard, parce que Eto'o va faire tout ce qu'il veut, voilà, bien sûr. parce que c'est Eto'o qui l'a recruté. J'allais y arriver. Eto'o va faire ce qu'il veut, mais il faudrait qu'il prépare le chèque pour que Seedorf s'en aille. On va parler des Avec Seedorf. les Verts, On va les parler deux. des Seedorf. Oui, qu'ils veulent. On va parler des Seedorf dans quelques instants, mais avant ça, on va prendre la route du Caire, où Lassana Camara nous attend. Il va nous proposer un débrief de son match. Il était au match justement entre le Cameroun et le Nigeria. On l'écoute, après on revient en plateau pour en débattre. Il fallait attendre le 8e de finale pour voir le match le plus extraordinaire de cette CAN 2019. Le Nigeria vient de renverser le tenant du titre, le Cameroun, qui sort de la compétition 3-2, un match exceptionnel. Le Nigérian avait marqué le premier but, le Camerounais ont égalisé, ils ont mis le deuxième but. Après, les Nigérians ont renversé totalement la vapeur à l'espace de 2 minutes par le faux follet nigérien de ce match-là. Le joueur extraordinaire, c'est Inacio, Igalo. On peut dire tout nom par rapport à ces joueurs. Toute la presse nigérienne parlait de ces joueurs-là parce qu'au moment de la Coupe du Monde, il était extraordinaire. Aujourd'hui, c'est son match. C'est le numéro 9 du Nigeria qui marque un doublé, qui donne une passe décisive extraordinaire à Iwobi. 3-2. Le Nigeria était tout le temps éliminé par le Cameroun. 3 finales de Coupe d'Afrique pris par le Cameroun au détriment du Nigeria. Le dernier, c'était en 2000 au Nigeria, dans leur terrain, avec le Kanou, avec le Okocha. Aujourd'hui, ils renversent totalement la vapeur. Le Nigeria de Guernetror jouera en quart de finale contre le vainqueur du match Afrique du Sud, Égypte. Ça serait une autre paire de manches, mais au Caire. Merci beaucoup Lassana pour ce débrief. Alors messieurs, on va revenir quand même sur ce match. Alors, qu'est-ce qui a le plus déçu du côté camerounais? L'élimination en elle-même ou le visage qui a été affiché sur ce match? Moi, je dirais le visage. Le visage qu'ils ont pu nous montrer, parce que c'est très décevant. Et comme l'a pu le dire Richard, quand tu mènes déjà 2-1, d'un point de vue pour moi, c'est miraculeux qui mène 2-1, et que tu reviens sur le terrain, normalement tu dois venir avec d'autres intentions. L'intention déjà d'être solide pour commencer, et de faire le break. Et le Cameroun n'a pas su le faire. Déjà, par rapport au coach qui a tâtonné également par rapport de revenir sur son idée de base du match précédent, Maître Zambo Anguissa, peut-être que là, moi je peux rejoindre Richard sur le fait qu'il a commencé son match avec Mandjek à ce poste-là. Pourquoi pas le continuer de cette manière? Parce que le scénario, pour moi, le scénario n'imposait pas ce changement. Le changement, il l'a pas fait, il l'a assumé, il gagnait 2-1, continuer de cette manière et voir comment ça allait aboutir. Parce que c'était miraculeux quand même. Est-ce qu'on ne lui aurait pas reproché si, imaginons, ce changement n'a pas lieu, les Nigériens égalisent quand même, est-ce qu'on ne lui aurait pas dit oui, mais tu n'as pas modifié quelque chose? Exactement, et c'est pour ça que pour moi c'est un problème de timing. Alors effectivement, moi je suis à moitié d'accord avec Richard parce qu'il y avait un changement à faire, mais il ne s'imposait pas forcément à cette période. Et je pense qu'il s'imposait surtout avant la deuxième période. Tu arrives à la mi-temps où tu mènes 2-1, mais c'est de manière miraculeuse, comme l'a dit Ayoun, dans le sens où c'est 2 ballons, c'est 2 Ave Maria. Je veux dire par là, le deuxième but, c'est typiquement un ballon mal géré par Aina, et c'est N'Jie qui a l'opportunité de marquer ce but. Donc tu arrives à 2 à la mi-temps. Donc tu peux avoir une période de temps calme où tu peux réajuster ton équipe en mettant de la solidité. Or, tu continues sur la même chose, effectivement, tu as toujours cette sensation de fébrilité. Et là, au bout d'un moment, je pense que Seedorf s'est dit, je vais quand même jauger pendant 10-15 minutes, et ensuite je vais faire le changement. Et là, tu as une période où il y a des réajustements tactiques parce que c'est des autres concepts à avoir à l'intérieur même du match. Et en ce sens, le Cameroun, on voit bien qu'il y a des déplacements qui n'ont pas été optimisés et ça aboutit à ces 2 buts. Si on va parler aussi des individualités, on a vu dans cette équipe du Cameroun, il n'y a pas grand monde qui a tiré l'équipe vers le haut. On entendait beaucoup, notamment Basogo, qui a été meilleur joueur de la CAN 2017. Certes, il fait une passe décisive, mais il fait un match très moyen, non? Justement, Bassogok fait une rencontre à l'image de l'équipe avec laquelle il a joué. Parce que tu ne peux pas briller quand tout le monde sombre. Vous êtes tous dans la même merde. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe camerounaise a surtout péché par son manque d'agressivité et de collectif. Chacun a joué pour sa poire. Bassogok, de son côté, quand il avait le ballon, il se la jouait un peu, il centrait. Et quand par exemple, moi j'ai une image, quand il perd le ballon, il faut rentrer. Ouais. Mais quand tu perds le ballon, tu marches. C'est impossible de penser que derrière, les mecs pour qui tu as perdu le ballon, ils vont se battre.
Parce que, regarde, moi je regarde le but de Ignacio, le but de Igualo plutôt. C'est les mêmes gens. Donc, Ignacio et Igualo sont dans la même équipe. Igualo, moi j'ai parlé de ça ce matin et qu'il faut faire attention à ce joueur. La preuve, aujourd'hui il a marqué 2 buts et il a fait une passe décisive. Parce que j'avais bien compris que c'est lui, à l'absence de Michael Obi, c'est sur lui que porte le jeu nigérian. Parce qu'on parle beaucoup du Cameroun, mais on ne parle pas du Nigeria. Le Nigeria, on parle du Nigeria après, on parle du Cameroun. Je sais, mais je veux dire qu'aujourd'hui, le Cameroun s'est mise elle-même dans ses propres problèmes. Parce qu'elle avait le match en main et jamais le Nigeria n'a dominé cette rencontre. Pour te dire, puisque il y avait des phases. La première, quand ils ont marqué, ils se sont recroquevillés sur leur base. Le Cameroun a profité, comme elle avait le monopole du jeu. Elle a joué son jeu, elle a égalisé et elle a marqué le deuxième but. Quand ils sont revenus, le Nigeria a fait semblant de vouloir un peu jouer, mais le Cameroun les a contenus, mais sur des petites actions ou de rien du tout. Le Nigeria est revenu à la marque et a fait la différence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun et le Nigeria ont fait une prestation médiocre. On va voir les statistiques du match. Il faut dire que le Nigeria est qualifié, mais franchement, je peux te rassurer que si le Nigeria avait rencontré une équipe autant comme l'Algérie, je suis sûr qu'elle aurait eu beaucoup de problèmes. Déjà, 65% de passes réussies, c'est le taux le plus faible. Oui, mais justement. Le plus faible de passes réussies. Moi, je rejoins parfaitement Richard. Et pour illustrer ça, les premières secondes du match, dès les premières secondes, la défense camerounaise, notamment Yaya Banana et Ngadeu, les premières incompréhensions sont passées par là. Et puis, le but gag, ça concrétise un peu tout ça. Il y a eu trop d'erreurs défensives sur le plan individuel. C'est vrai que de manière collective, le Cameroun n'a pas fait un gros match. Mais si tu rajoutes à ça des erreurs individuelles des défenseurs camerounais, à ce niveau de la compétition, je crois que ça fait beaucoup. L'affiche était Cameroun-Nigeria. Est-ce qu'on a eu un match digne de ces deux pays? Non. Ah non, pas du tout. Non. Pourtant, il y a 3-2, on est d'accord. Hein? Tu sais pourquoi il y a 3-2? Je veux dire par là, il y a eu, entre guillemets, les gens sont contents parce qu'il y a du spectacle. Tu sais pourquoi il y a 3-2? Parce que les deux équipes se craignaient. Écoute, je t'explique pourquoi. Non, je te dis, se craignaient. Tu sais pourquoi? Parce que quand le Nigeria mène le Cameroun, le Nigeria cesse de jouer. Le Nigeria procède sur des phases défensives. Quand elle a le ballon, elle renvoie devant, la défense camerounaise prend et donne au milieu. Et sur les 2 buts que le Cameroun a marqués, c'est les Nigérians qui ont donné les ballons au Cameroun. Si on avait des images, vous verrez. Et le Cameroun, quand ils reviennent, l'erreur monumentale du Cameroun, c'est d'avoir voulu tuer le match. Parce que dans ce genre de rencontre, tu ne viens pas pour tuer le match. Tu viens pour conserver d'abord tes acquis et te dire, ok, si à tout hasard, j'ai un ballon, je procède par contre et je peux marquer. Et moi, j'ai une image. Regardez le Cameroun qui a joué Ghana-Cameroun en 2017. C'est exactement comme ça que le Cameroun devait jouer aujourd'hui. Parce que à ce moment-là, le Cameroun donnait le ballon aux Ghanéens. Il procédait par contre. Et c'est comme ça qu'on voit la touche. Moi, je peux reprocher des choses à Hugo Bross, mais c'est un coach qui connaît la tactique. Il était pragmatique, oui. Il était pragmatique. Alors justement, parlons-en de coaching, parce qu'il y a une question de coaching sur ce match. Peut-on dire que Clarence Seedorf a eu tout faux ou qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce match-là? Moi, je crois qu'il a eu tout faux parce qu'en 4 matchs de Coupe d'Afrique, on ne peut pas avoir 4 compositions différentes. En défense centrale, Yaya Banana vient, il part. En milieu de terrain, ça changeait également. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, cette instabilité-là aussi, c'est vu sur ce match. Moi, j'insiste toujours sur la première mi-temps où le milieu de terrain camerounais, pour moi, était quasi inexistant. J'ai l'impression que Koundé, il était tellement impuissant qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire du ballon. D'un autre côté, non mais si Richard, tu peux pas le dire. Moi, j'ai pas vu. Je n'ai pas. J'ai pas la même lecture. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas la même lecture que Richard sur le fait que le milieu était excellent entre Mandjak, excusez-moi, et Koundé. Je suis d'accord avec Terence dessus. Après, faut nuancer parce que je trouve aussi que tu es un petit peu trop critique vis-à-vis du milieu. C'était pas un match excellent, c'est sûr et certain, que ce soit des deux équipes.
pour moi aussi, pour revenir également sur ce que disait Richard, c'était pas de la crainte. C'était juste que les deux équipes se ressemblent. C'est des deux équipes qui se ressemblaient au vu de leur parcours qu'ils ont pu avoir sur les phases éliminatoires. Déjà, ça se ressemblait énormément et surtout, ils avaient un faux rythme. Les deux avaient un faux rythme dès lors qu'ils jouaient, ça s'arrêtait. Il n'y avait pas un rythme qui était imposé d'une équipe ou d'une quelconque équipe. Donc au final, c'était un match qui on a l'impression que c'était un match qui, c'est un match qu'on ne savait pas ce qui allait se passer, on savait pas. Alioune, tu es gentil. Ce match, c'était un match de deux nuls. De deux équipes nulles. C'est dur. Non, faut nuancer. Moi, je pense simplement. Non, Richard. Il n'y a pas de nuance à faire. Non, quand tu as deux équipes. Ah, non, mais je te dis qu'il y a deux équipes qui sont autant médiocres. Parce que mais écoute. Attends, on va laisser son analyse. Les deux équipes sont médiocres. Parce que je ne vois pas comment une équipe comme le Nigeria peut se faire dominer sur le plan du jeu par une équipe comme le Cameroun qui n'avait pas de repères. On n'a pas vu un grand Nigeria pendant toute la phase de groupe de la CAN. Un grand Nigeria Oui. Pendant la phase de groupe. Oui. Quel grand Nigeria pendant la phase de groupe? Non, je te dis, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Voilà, mais justement, on n'a pas vu un grand Nigeria comme on n'a pas vu un grand Cameroun. Le Nigeria, je dis bien, les deux équipes, c'était un match de deux équipes nulles. Et je te répète, non mais écoute, tu peux dire non, mais moi je vais te dire que... On va écouter les contre-arguments. Non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi aussi je voulais nuancer sur le Cameroun de Seedorf, à savoir que c'est un projet qui est inabouti. Un projet inabouti parce que c'est un sélectionneur qui est arrivé il y a très peu de temps et il est en train de tâtonner. Et donc, un projet inabouti, il a commencé quand? Oui, mais il a commencé l'an dernier. Non, mais c'est bien ça. Ça n'a jamais commencé. Non, mais à un moment donné, le Cameroun, ils arrivent avant la phase éliminatoire. Ils ont bien 0 but encaissé. Ouais. Donc c'est quelque chose. Tout n'a pas été mauvais. Donc c'est pour ça que moi je nuance à savoir Tout a été mauvais. Non, ils terminent premier de leur poule avec 0 but encaissé. Cameroun. Le Cameroun Deuxième. Le Cameroun sort premier de sa poule, mais c'est qu'il ne rencontre pas le Nigeria. Alors, je t'explique. Le Cameroun, qui a joué contre la Guinée-Bissau, c'était le Cameroun le plus passable. Le Cameroun le plus passable. Parce que j'avais dit ici que ce Cameroun-là devait gagner au moins 4-0. Alors, je me souviens, Richard était par là, il y avait Amédi et peut-être Alioune, non? Non, j'étais en face. Non. Et c'est vrai qu'il y avait un échange, exactement. Il y avait un échange sur ce point de vue-là. Alors, pour juste prendre une question des spectateurs au sujet notamment de Seedorf, est-ce qu'il doit partir? On me demande. Est-ce que Seedorf doit partir? En tout cas, est-ce qu'il faut changer quelque chose? C'est compliqué déjà de dire s'il doit partir, donc parce que déjà pour commencer, ça fait pas longtemps qu'il est là. Quand tu dis non, parce que tu dis non. Non, mais moi je dis non. Moi, je pense que je dis non parce que derrière, le Cameroun organise la CAN en 2021. On ne va pas être dans les sélections africaines où c'est l'éternel recommencement. C'est vrai que Seedorf, sur ce qu'on a vu, ce n'est pas fondamentalement mauvais. Il a pu se tromper tactiquement, mais on a vu quand même que le Cameroun, il y avait quelque chose. Il tombe face au Nigeria. Voilà, il tombe face au Nigeria. Après, c'est pour ça que c'est très compliqué à un moment donné. Excusez-moi de vous couper la parole, mais devant quel Nigeria? Parce que moi, je peux accepter. Tu sais, il y a des défaites qui sont bonnes pour certaines équipes, qui donnent des enseignements. Mais une défaite contre une équipe faible comme le Nigeria. Richard, attendez, supposons, le Nigeria va au bout. Le Nigeria est champion d'Afrique. Le Cameroun est tombé face au champion d'Afrique. Non, mais je t'explique. Je suis d'accord. Le Cameroun qui a gagné la CAN 2017 face à l'Égypte était l'équipe la plus faible de toute la compétition qui s'est fait dominer pendant tous ces matchs. Je te dis bien, regarde, Cameroun-Guinée-Bissau, premier match. Cameroun. Ça, je vais l'enregistrer. Non, oui, Cameroun. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Cameroun, je peux te faire l'historique. Cameroun-Burkina Faso, ils font 1-1. Ouais. Dominé par le Burkina Faso. Cameroun-Guinée-Bissau, le Cameroun joue 2-1. Dominé par le la Guinée-Bissau. Cameroun-Gabon, ils font 0-0. Avec un miracle d'Ondoa. Avec un miracle d'Ondoa à la dernière minute. C'est vrai. OK? On repart au quart de finale. Cameroun-Sénégal, ils se font marteler. Cameroun-Ghana, ils se font dominer. Mais ils gagnent. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça reste quand même un petit Cameroun. Non, mais Voilà. moi, je crois qu'en Coupe d'Afrique, dans ce genre de compétition, pour moi, il n'y a pas un grand Cameroun, il n'y a pas un petit Cameroun. Il faut simplement dire que sur ce match-là, moi, je pense que les Nigérians
Ils ont éliminé les Camerounais. Les Camerounais ont commis beaucoup d'erreurs. Sur les erreurs que les Camerounais ont eu à commettre, les Nigériens en ont profité. Ils ont mis 3 buts. Mais après, si on dit que techniquement, on peut remettre en cause la qualité du match, mais n'oublions dire que c'était, par exemple, si je prends tes propos, que c'était un match un peu, je ne vais pas le prononcer. C'était un match de 2 équipes nulles. 2 équipes nulles, mais ça remet en cause la prestation de Odion Igalo, ça remet en cause la prestation de Mohamed Moussa. Tout n'a pas été mauvais. C'est un match qui est quand même difficile. Ça reste quand non, mais moi je parle des individualités. Non, mais techniquement, c'est vrai que c'était pas. Qu'on voit les stats. On voit les stats. Non, mais il ne faut pas nuancer. Moi, j'ai dit, et j'ai fait un petit post ce matin en disant, il faut être très regardant sur ce joueur qu'on appelle Igualo parce que je l'ai vu jouer et j'ai vu ses déplacements. C'est un joueur qui, devant le but, ça ne pardonne pas. Et ça, c'est une individualité. Mais le collectif nigérien en lui-même, franchement, avec tout le respect que j'ai pour le Nigeria, ils ont gagné le Cameroun, mais ce n'était pas un grand Nigeria. Non. Mais je suis d'accord. Voilà. Mais à ce niveau, si tu passes en quart de finale, tu n'as pas besoin d'être grand. Ce qu'on retient, c'est ta prestation d'ensemble. La prestation d'ensemble, c'est que tu es passé et tu es en quart de finale. Il ne faut pas qu'on passe de la phase de poule à la phase éliminatoire. Il y a des compétitions différentes. Donc moi, c'est ça. Voilà. Il faut quand même prendre une certaine indulgence devant ce match. Après, Richard parle avec le cœur. Non. Richard est un frère camerounais. Il est pris dans sa chair. Donc, et moi, je vais nuancer. Après une victoire du Cameroun, il n'était pas content. Il n'est pas content, mais c'est normal qu'il soit. Il y a l'émotion également. Il y a l'émotion également dans ce qu'il dit. Quand il dit que c'est 2 équipes nulles, d'accord, il va très loin dans ce qu'il dit. Mais on ne peut pas se satisfaire, comme tu es en train de me dire, que c'était un match de haut niveau. C'était pas un match. C'est peut-être le match. Je pense que le match. C'était un autre niveau, mais j'ai pas dit aussi que c'était un match. Il y a 5 buts. Il y a 5 buts. Mais le spectacle était vraiment déplorable. On voit les statistiques. Le contexte du match qui faisait qu'on était entraîné. Exactement. C'est Nigeria-Cameroun. C'est les équipes qui nous ont fait rêver dans les fins des années 90. Le contenu n'était pas bon. Ça, je l'accepte. Le contenu était déplorable. Le contenu techniquement, c'était vraiment. On voyait toutes les passes ratées et quand on voit 65% de passes réussies. Je n'ai jamais dit que le Nigeria ne méritait pas sa qualification. Je te dis encore que ce Nigeria là, ce n'est pas le Nigeria. C'est un Nigeria. Elle va avoir une équipe. Malheureusement, je ne sais pas quelle équipe elle va rencontrer. Elle va peut-être rencontrer l'Afrique du Sud. Et tiens-toi tranquille, l'Afrique du Sud, pendant les phases éliminatoires, je ne sais plus de quoi, de la CAN, a gagné le Nigeria en Afrique du Sud, à Durban, en 2013. Donc, c'est une équipe. De toutes les façons, je pense que l'avenir nous dira les bonnes équipes. Comme j'avais toujours dit ici, excuse-moi de faire la transgression, Mansour, j'avais dit qu'une équipe comme le Maroc, elle a rencontré que des équipes faibles. Et hier, elle a vu une équipe qui est venue jouer, qui est venue fermer. Elle a perdu son jeu et elle s'est fait bonnement éliminer. Cette CAN va nous enseigner une chose, c'est que si on n'est pas discipliné tactiquement, si on vient faire de la figuration, ça ne marchera pas. Et l'équipe qui va gagner cette CAN, ce sera l'équipe la plus réaliste. On verra ça dans quelques instants. On se retrouve juste après cette courte page de pub pour la deuxième partie. Reste avec nous, ça vaudra le détour. Vous savez que là-dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique,
Toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Mais non, après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà, dès que tu commences en pro, on te dit que tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, toujours accompagné d'Elton Mokolo, Terence Ken, Aliou Ndiaye et Richard Naha. Vous l'avez vu, la première partie était animée, c'était rythmé. On va continuer toujours à parler de ce match entre le Cameroun et le Nigeria. On va aussi prendre des questions d'internautes. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez nous poser vos questions depuis le live Facebook ou sur le site www.stadafrique.com. Cette question d'Armand Ossé, ancien international camerounais, il parle notamment du cas de Clarence Seedorf. Sa question là, mais juste prendre la fin parce qu'on a répondu déjà en partie en début d'émission. Est-ce qu'il fallait que les joueurs s'adaptent au système Non, pardon. C'est ce qu'il dit. Dans une compétition d'envergure, on va avec des certitudes et c'est aux joueurs de s'adapter au système. Qu'en pensez-vous? Oui. Je pense qu'on va avec des certitudes. Qui amène des certitudes? C'est le sélectionneur qui amène des certitudes. Et les joueurs s'adaptent. Et c'est en fonction de du système de jeu que les joueurs... Moi, je prends un exemple. Hugo Bros, il avait son système, tu ne rentrais pas dans le système. Remarquez bien que la plupart du temps, il repoussait à Jay Clinton de ne pas barrer, parce que dans son système, tout le monde doit barrer. Il avait, je me souviens très bien qu'il avait fait, il avait titularisé un joueur comme Djib Tambay contre le Sénégal, qui est venu, un joueur qui défendait plus qu'un défenseur. Et son système avait marché. C'est pour ça qu'on se posait la question de savoir pourquoi Jay Clinton ne joue pas. Et Seedorf, il est venu avec sa philosophie de jeu à la néerlandaise. On joue le ballon, on touche le ballon à tous les... C'est un peu le système de l'Ajax, parce qu'il faut dire que c'est un enfant de l'Ajax qui a mené le système. Voilà. Ouais. Quand vous voyez l'équipe du Cameroun qui joue, elle touche beaucoup le ballon, elle est aspirée, elle est attirée par le ballon, mais maintenant... Mais est-ce que c'est une équipe qui peut faire le jeu, justement? Justement, c'est pour ça qu'il y a deux écoles des pensées par rapport à ça. Et par exemple, Fabio Capello, il dit on fait du vent en fonction de ses raisins, donc on doit s'adapter à la qualité de ses joueurs. Je veux dire par là, est-ce que Seedorf, il avait les joueurs pour pouvoir s'exprimer dans un 3-4-3? On sait qu'en Afrique, on n'est pas toujours sur des sélections qui s'inscrivent dans la durée. Et donc, parfois, il y a une notion d'adaptation à prendre en compte. Et il y a des réalités africaines où on doit être très court-termiste et donc bâtir l'équipe la plus cohérente possible. Et donc, c'est pour ça que moi, j'arrive pas à me situer. Est-ce que c'est le système qui doit être privilégié ou les joueurs sur une compétition qui, rappelons-nous, ça dure moins d'un mois. Et donc, moins d'un mois, t'as du mal à travailler sur la durée, en sachant que les matchs, c'est tous les 3-4 jours. T'as fini ton match, récupération, t'es déjà à l'avant-veille du match, donc c'est très compliqué.
Vous voyez hocher de la tête. Non, ils ont tout à fait raison. Et moi, il y a 2 joueurs qui illustrent ça dans l'équipe camerounaise. Quand tu prends les... Non, mais quand ils parlent de barrer Clinton G dans le repli défensif, il n'est pas bon. Eric Choupo-Moting dans le repli défensif, il n'est pas bon dans un système. Tu peux lui reprocher ça, tu peux reprocher tout sauf le fait qu'il est toujours, c'est un joueur, même au Paris Saint-Germain, il revient toujours barré parce qu'il a la culture de jeu allemande. Moi, je dis, le problème de Seedorf aujourd'hui, ce n'est pas, moi, c'est pas tant le fait qu'on ait perdu ce match, mais c'est que on n'a pas l'impression de connaître sa vraie philosophie de jeu. La dernière fois, il nous a sorti un 3-5-2. C'est vrai. Et aujourd'hui, il est revenu à un 4-3-3. Et quand tu analyses le jeu du Cameroun, tu te rends compte qu'en fait, c'est une équipe qui se cherche. Le coach se cherche, les joueurs se cherchent. Aujourd'hui, on fait une mise en place de 4-5, de 3-5-2. Demain, on fait une mise en place de 4-3-3. Finalement, à la fin, les joueurs sont perdus. Parce que... Ça manque de temps, en fait. Voilà. Il a ni le temps, ni les joueurs pour pouvoir le faire. Il a pas eu, donc le souci, c'est que c'était même présomptueux de sa part de vouloir imposer ce qu'il voulait faire. Le jeu à la néerlandaise, bon, en Afrique, on va pas se mentir, c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas possible aujourd'hui. Et d'autant plus avec une équipe où il y a, comme dirait Omar Da Fonseca, il y a des destructeurs dans l'équipe. Voilà. C'est pas des personnes qui vont créer. Donc au final, c'était présomptueux de sa part de vouloir le faire. C'était trop tôt. Pas les joueurs. Et surtout, les réalités, voilà. Exactement. Il a voulu aller de sa patte, vouloir bien faire les choses, mais c'est pas possible. Regardons toutes les équipes qu'il y a dans la CAN. Qui joue bien? Qui cherche à faire du jeu? Non, personne. Mis à part l'Algérie qu'on a fait, personne n'en fait. L'équipe du Cameroun ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est une équipe qui est vieillissante. Aussi. La plupart de ceux qui ont joué aujourd'hui avaient plus de 25 ans, 26 ans, 27 ans. OK? Il faut dire que quand tu as un système de jeu où tu veux que les gars aient la possession de balle, c'est des gars qui doivent courir. Si on fait Moi, j'ai regardé un peu les Nigériens ont plus couru que les Camerounais parce qu'ils couraient derrière le ballon. Le Camerounais avait la balle, mais aucun déplacement. C'est-à-dire que tu as ton coéquipier a le ballon, il ne sait pas à qui va donner la passe. Exact. Forcément, ce qu'il fait, il joue des petites passes. C'est vrai que on a vu plusieurs fois Choupo-Moting avoir le ballon et demander des solutions. C'est vrai, il y a plusieurs fois. Donc, c'est quand ils ont marqué. Justement, c'est pour ça que le système de jeu que met en place Seedorf ne peut pas marcher. Parce que tes joueurs n'ont pas l'âge pour ce. Il faut qu'ils soient éduqués pour ça. Tu as bien, c'est le mot que je voulais dire. Il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'il y ait une base. Parce que la plupart de ceux qui constituent l'équipe du Cameroun jouent dans des équipes en France, ils jouent en Allemagne, ils jouent en Grèce, tu vois. Et quand toi tu viens avec une philosophie de jeu comme celle de l'Ajax, où on sait comment l'Ajax a fait pour éliminer les équipes en Champions League, et ce sont des jeunes joueurs qui courent, qui courent avec l'explosivité, le jeu sans ballon. Mais tu ne peux pas donner, sur une compétition comme celle-là, il faut être réaliste et te dire... Et pragmatique surtout. Oui, voilà, être pragmatique et te dire, ok, j'ai une philosophie de jeu, pour le moment ça ne peut pas marcher, moi je vais m'adapter à la compétition et l'équipe qu'on va m'opposer, je vais m'adapter à cette équipe et voilà comment on gagne la CAN. C'est-à-dire que, c'est vrai, tu ne peux pas être tout le temps dans le même système, mais tu dois t'adapter et te dire, si je marque, je ferme la boutique, et puis, de toutes les façons, on ne retient que les vainqueurs à la CAN. Bien sûr. On va prendre une dernière question, après on va passer à l'autre affiche. Une question de, désormais, c'est le vainqueur d'hier qui a gagné le livre, désormais Olivier Capo-Golvin. C'est une question par rapport au poste de gardien. On rappelle qu'avant ce match, le Cameroun était co-meilleure défense avec 0 but encaissé. Le Cameroun a encaissé 3 buts ce soir. Une demande cette question. Ondoa n'est-il pas plus rassurant en sélection qu'Onana? On rappelle qu'Onana, c'était sa première sélection, il prend 3 buts. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer Onana sur ce match? Ça me paraît présomptueux de dire ça, surtout qu'à un moment donné, il en sauve une belle. Donc, je veux dire par là, c'est un match à caractère événementiel. Encore une fois, c'est différent les phases éliminatoires de la phase de poule. Et on a vu une équipe qui a été très fébrile parce qu'on sait que c'est un match à la vie, à la mort. Tu gagnes, tu continues, tu perds, t'es foutu. Et donc, on a bien vu cette fébrilité. Et cette fébrilité, elle a pu être touchée par Onana sur la première mi-temps, voire sur les 2 autres buts. Mais après, il n'est pas plus à incriminer
dominés que les autres. Il y a tellement des lacunes défensives et des erreurs défensives que le gardien, il livre à lui-même, le pauvre. Les deux derniers buts. Les deux derniers buts, c'est les deux. Ouais, c'est ça, c'est Ighalo, il est tout seul. Il est tout seul. Igualo est avec la balle, il a deux défenseurs devant lui et il réussit à mettre un petit pont. Un mot sur l'appréciation d'Ighalo. On va voir sa fiche de stats. Ça fait Ighalo, c'est 30 ballons, 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts, une passe décisive. C'est clinique. Hein. C'est clair. C'est pour ça que en dehors de l'activité de l'équipe, Igualo, moi, je pense qu'il a même été l'homme du match. C'est ça. Voilà, il était l'homme du match et ce n'est pas volé parce que à lui seul, il a sauvé son équipe qui était à la bourre. Parce que cette équipe n'a, franchement... Et quand on regarde bien le jeu des Nigérians, ils ont beaucoup plus été malins. Parce qu'ils ont joué le même jeu que le Cameroun, avait des longues passes, avait des longues balles, mais sauf que à chaque fois, le point d'achoppement, c'était Igualo qui avait la capacité au moins de la garder. Ils ont joué avec les qualités de leur meneur. Voilà. Et c'est la différence avec le Cameroun, c'est quoi? C'est que celui qui était le point d'achoppement à l'attaque, c'était Choupo-Moting, qui était toujours en train de... qui n'était pas dans l'axe. Il était toujours en train d'aller vers les côtés. Et moi, j'ai même eu l'impression, sans te couper, qu'il se marchait avec... il se marchait dessus avec... comment on l'appelle? Bandji et Bassogog. Sur les côtés, voilà. Tu vois, je l'ai trouvé un peu tactiquement, un peu désordonné, libre, on ne sait pas où il était réellement. On le connaît, Choupo-Moting, c'est un produit de la formation allemande. On sait que le rôle d'avanceur, c'est pas son vrai rôle. Il est toujours dans un mouvement compensatoire, c'est-à-dire il va aller là où demande le mouvement. Et effectivement, quand tu as des joueurs type Bassogog et Ndji qui, eux, sont plus dans la profondeur et qui sont pas nécessairement dans le fait de compenser les zones, on voit bien qu'il y a des difficultés à s'entendre et c'est pour ça que ça a donné le sentiment de se marcher dessus. Mais encore une fois, ça se travaille, ça. Et c'est à l'entraîneur de faire ça. Avant de finir sur cette affiche, une dernière question. On a vu donc, Richard pour lui c'est réglé, c'était deux équipes les plus nulles, mais quelles sont les chances pour cette équipe du Nigeria pour la suite de la compétition? Pour le Nigeria, ça reste une équipe de tournoi, elle connaît ce tournoi. Et en ce sens, quand bien même, on peut discuter sur le niveau, parce que le niveau, on l'avait déjà aperçu face au Madagascar, où ça n'avait pas été probant. Et on va voir ce que ça va donner sur le prochain quart de finale, mais en tout cas, ça reste une équipe de valeur et qui sera à suivre. Pareillement, Cobelton. Hein. Moi, je pense que même si Richard n'aime pas cette expression-là, mais n'oublions jamais la dimension historique de la CAN. Voilà, donc c'est une équipe qui est habituée à la CAN, qui a remporté plusieurs... La dimension historique, c'est quoi? Mais la dimension historique, c'est que tu gagnes plusieurs CAN. Le Nigeria en a gagné, je crois, trois Coupes d'Afrique des Nations. C'est pas rien, ça fait partie de ton histoire. Donc, c'est des habitués. Même si on peut remettre en cause le contenu du Nigeria, mais je crois qu'avec son histoire, avec ce qu'elle a vécu en Coupe d'Afrique, elle est capable de remporter cette CAN. Et moi, ça va pas m'étonner. Ils ont la qualité individuelle. Voilà. À un moment donné, qui peut se targuer d'avoir Moussa, Ighalo, Chukwueze qui arrive en impact player, qui peut se targuer d'avoir cette densité en attaque? Il n'y a pas beaucoup d'équipes. Moi, je crois que c'est une équipe qui est équilibrée. Le football, on parle de tactique, etc. mais le football appartient aux footballeurs d'abord. J'aime bien votre théorie. Non, mais toute équipe qui est en quart de finale a sa chance pour gagner maintenant le tournoi. Parce qu'il ne faut pas oublier la dimension de la CAN. La CAN, bon, c'est des matchs qui, bon, il ne reste plus beaucoup de matchs. Hein. Il reste 3 matchs, c'est ouvert. C'est les équipes qui restent avec l'élimination de l'Égypte, l'élimination du Maroc. Il y a des équipes, il y a moins d'équipes qui font très très peur. Exact. Donc c'est ouvert pour tout le monde. Aussi bien pour le Nigeria, aussi bien pour l'Afrique du Sud également qui vont se rencontrer. Ce sera un match difficile parce que déjà, je pense que ça ne sera pas le même match déjà pour le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Ça sera plus un match qui ressemblera plus au match qu'on a pu voir du Nigeria sur les phases de groupe. Et c'est un match où tout sera ouvert. Oui. Et le Nigeria, ça sera un grand test. Parce que je suis d'accord avec toi, Richard, quand tu dis que c'est un petit Nigeria, mais le petit Nigeria a sorti un petit Cameroun. Et dans un petit test, et quand même le Nigeria était meilleur. Tu reviens à ce que je disais au départ, que c'est deux équipes nulles qui ont joué. Non mais oui, c'est deux équipes nulles. Non, si vous êtes d'accord, allez sur les réseaux sociaux, votez-nous, dites-nous si vous avez trouvé le Nigeria nul ou bon. On reviendra dessus sur l'émission de demain. On va passer à la deuxième affiche, l'Égypte, pays hôte de cette CAN 2019, j'ai fait dire 2017-2019, pays hôte, finaliste de l'édition 2017, qui se fait surprendre par l'Afrique du Sud. Franchement, sur ce plateau, qui l'a vu venir? Personne. D'accord. C'est un peu l'Afrique du Sud, meilleur troisième. Hein.
C'est ça. Même le meilleur troisième, je sais pas si tu te rappelles quand on était sur le plateau, on était encore dans l'expectative de qui être les meilleurs troisièmes. Et je disais que l'Afrique du Sud, ils avaient rien montré sur leur match et que c'était mérité qu'ils sortent de la compétition. Petite Afrique du Sud, Richard. Justement, petite Afrique du Sud, justement. Et vous savez que c'est le Maroc qui donne, je pense pas que il y a une équipe, c'est de l'Algérie qui fait qualifier, ou je sais pas. Il y a le Sénégal, je crois qu'il donne. C'est le Sénégal qui met 4-0, qui fait qualifier l'Afrique du Sud. Et mais ils ont bien fait. Ce matin, je faisais un petit post en disant les Motiba et Persito vont être des joueurs clés de cette rencontre. Et j'ai vu le match à moitié, je l'avoue, que la deuxième mi-temps. Et je trouvais que l'Afrique du Sud était un peu calculatrice. C'est-à-dire qu'elle a joué, je ne sais pas si elle a vu le match Bénin-Maroc. Et je pense qu'elle a beaucoup vu ce match. Parce que tu ne peux pas venir jouer crânement ta chance devant une équipe comme l'Égypte, avec toutes les forces qu'elle a, et penser que tu vas... Attends, mais Richard, là j'ai une question. Est-ce qu'on n'a pas vu l'Égypte trop belle, plus belle qu'elle n'est? Parce que si on enlève Mohamed Salah qui est un top joueur, oui. Quel est le joueur qui peut... Non, mais de haut niveau, je veux dire. De haut niveau. Qui ne joue pas Arsenal. Qui ne joue pas Arsenal, Richard. Je veux dire, voilà, si on enlève la star, le top joueur, est-ce que l'Égypte a une bonne génération? Non, mais moi je veux dire que l'Égypte, de ce que moi j'ai vu au premier tour, j'ai vu qu'il y avait un collectif qui était assez solide, mais qui avait une grosse individualité. Pour moi, au premier tour, je l'ai dit, la grosse individualité de cette CAN, le grand plus, celui qui faisait la différence pour son équipe, qui la faisait gagner, c'était Mohamed Zidane. Mais aujourd'hui, on a bien vu... C'était Trezeguet. Mais on a vu qu'aujourd'hui, Trezeguet était pratiquement éteint. Mohamed Salah... Il rate une belle en première mi-temps. Voilà, il rate une occasion. Mohamed Salah n'a pas suivi, mais... Est-ce que aussi l'élimination de l'Égypte n'est pas aussi en rapport avec ce que Trezeguet a montré sur le plan individuel? Collectivement, l'Égypte, elle était très solide. C'est une idée reçue qui a été développée en Égypte, à savoir qu'ils n'attendaient pas tellement Mohamed Salah parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup de joueurs attroupés autour de lui sur le terrain, mais c'était surtout la capacité de Trezeguet à être un très bon lieutenant sur cette compétition qui dirait si l'Égypte irait loin. Effectivement, ce match, Trezeguet, il passe complètement à côté. Je veux dire par là quoi, il a une balle en or sur la première mi-temps après un très bon service de Salah et qui tire tout mollement. Pour moi, c'est le tournant du match parce qu'ils ont plus d'occasions dangereuses derrière. Ouais, on a une question sur le live Facebook de Martin Kajisangwa qui nous demande: ne pouvons pas dire que l'Égypte s'est fait éliminer pour n'avoir pas été humble vis-à-vis de l'Afrique du Sud? Est-ce que pour eux, se disant justement, tous les voyants sont ouverts, 3 matchs, 3 victoires, on affronte un meilleur troisième? Quand on voit le contenu des matchs, que ce soit le match contre l'Ouganda, c'est Mohamed Salah qui sort l'Égypte du pétrin. Et même sur tous les 3 matchs qu'on a pu voir de l'Égypte, c'était pas flamboyant. Donc ils sont pas arrivés avec des certitudes ou qui disaient qu'ils pouvaient se permettre de manquer d'humilité vis-à-vis de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, sur ce scénario-là, on a pu voir l'Afrique du Sud sur un match où ils étaient sérieux tactiquement. Comme ils ont pu le faire sur le premier match, je me rappelle plus c'était qui le premier match qu'ils ont fait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà, contre la Côte d'Ivoire où ils ont été solides, ils ont été tactiquement, ils ont bien, voilà, malgré la défaite, la seule fois où la Côte d'Ivoire a posé problème à l'Afrique du Sud, c'est quand ils ont perdu un ballon, il y a eu un décalage. Et à ce moment-là, ils étaient plus en place, ils ont pu marquer un but. Ils ont été en place pendant tout le match. L'Égypte n'a pas su le faire. Et même, je trouve que l'Afrique du Sud a eu plus d'actions dangereuse que l'Égypte. Je pense que en première mi-temps, c'est la festival. La première mi-temps, l'Afrique du Sud a joué crânement sa chance, mais sur la deuxième mi-temps, j'ai vu une équipe de l'Égypte qui prenait des initiatives. C'est vrai que le but que marque l'Afrique du Sud, c'est sur une contre-attaque. Ouais, ils ont trop pris. Et voilà, parce qu'ils étaient trop montés. Et quand Motiba a pris le ballon, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et il a vu parce qu'il faut dire aussi que les courses des joueurs sud-africains, les gars, ils couraient partout sur le terrain. Tu avais l'impression. C'était mieux maîtrisé en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il y avait encore des approximations. D'ailleurs, on en parlait avec Mansour, à savoir, c'était les mêmes courses. Ouais. Et quand c'est les mêmes courses, ça manquait de courses à l'opposé, donc c'était difficile. Exactement. Mais justement, quand l'Afrique du Sud marque, c'est justement parce qu'il y a une course à l'opposé. Il envoie le ballon et le joueur a la lucidité. Parce que il faut être lucide à ce moment-là. Tu as 2 défenseurs derrière toi et tu as un gardien qui est là. Et si tu n'es pas lucide, tu ne marques pas. Donc, je veux dire que l'Afrique du Sud a certes gagné,
mais l'Afrique du Sud a procédé, comme je disais, ils ont beaucoup vu le match, ils ont procédé par contre et ils ont beaucoup été défensifs. C'est un match intelligent. C'est clair que c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que le vainqueur du match, c'est celui qui a été le plus intelligent et le plus tactique et qui a su contrecarrer les actions. Parce que après le but, il y avait une avalanche d'Égyptiens dans le camp sud-africain. Ouais. Donc c'était clair que ils devaient subir. Même ils ont et moi ce qui m'a le plus marqué dans ce match, c'est que quand l'Afrique du Sud a commencé à mener, ils ont joué le jeu des Égyptiens. Ouais. Parce que les Égyptiens sont de fins tricheurs. Alors, Richard, juste ça tombe bien, on va prendre une question de téléspectateurs, justement parce que qui dit fin tricheur d'arbitrage, on a cette question de Adité Patrice Palais qui nous dit comment appréciez-vous la partialité de l'arbitre du match? Oh, mais l'arbitre du match, c'est un Gabonais. C'est le Gabonais Eric Otogo Castagne. Il a été suspendu. Quel arbitre n'a pas été suspendu par la CAF? Bon, beaucoup d'arbitres ont été suspendus par la CAF. Est-ce qu'il y a eu un arbitrage maison? Non. Dans l'ensemble. Sur certaines actions, on peut voir que, par exemple, il y a eu un carton jaune, je crois, sur les dernières minutes, où on aurait pu voir le rouge. Mais il n'y a pas de décision qui aurait pu faire basculer, qui a pu faire basculer le match, parce que c'était aussi l'Égypte n'a pas, dans les zones dangereuses, n'y était pas. Par exemple, si je pense, moi, j'ai peut-être de mauvais angle, si un Égyptien était tombé et qu'il y avait un petit contact dans la surface dans les dernières minutes, l'arbitre aurait sifflé. Mais oui. La pression populaire, il aurait sifflé. Non, il a totalement raison. Il n'y a pas une décision arbitrale qui a permis à l'Égypte de faire que l'Égypte aurait obtenu, qui aurait permis à l'Égypte de faire basculer le match. Non. Je pense pas. Non, elle n'a pas été dangereuse. Donc non. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout reprocher aux arbitres. Il y a quelques matchs qui ont été quand même un peu qui ont quand même où les arbitres n'ont pas été à la hauteur. Oui, mais je pense, Algérie-Sénégal, oui, je peux comprendre que ton cœur batte un peu plus. C'est une bonne défaite. Mais je veux dire que les arbitres se sont bien comportés. Pour une fois, ils se comportent bien. Et on peut pas juger le match de l'arbitre de cette rencontre en disant il a été partial par rapport à la question du téléspectateur. Mais je veux dire que aujourd'hui, l'Égypte s'est pris dans son propre jeu. Son propre jeu, le jeu de la tricherie. Quand je disais la tricherie... Les Sud-Africains ne sont pas tombés dans le piège. Non, ils ne sont pas tombés dans le piège parce qu'ils ont commencé à tomber eux aussi. Parce qu'ils se disaient, il vaut mieux on perde de temps et pour qu'on engrange. Moi, je voyais Mohamed Salah qui faisait le signe à l'arbitre que le temps. Mais c'est justement comme ça que les Égyptiens, chez eux, quand ils jouent et quand ils mènent, voilà comment ils font. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud mérite d'être sa victoire. Et aujourd'hui, on ne sait pas qui va gagner la CAN. Je ne sais pas. Mansour, tu sais qui va gagner la CAN? Franchement, si je parle, je vais me faire des ennemis. Donc, je préfère ne pas parler. Que ce match, c'était la tête et les jambes, typiquement, parce que la tête, on est sur un match de 8e de finale, on est à l'extérieur devant un environnement hostile, on est l'un des meilleurs troisièmes, donc autant dire que personne ne donnait cher des chances de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, par rapport à son premier tour, où il faut le dire, ça a été très décevant, ils ont montré notre approche, à savoir la première mi-temps, elle a été très intéressante, à savoir qu'ils ont posé énormément de problèmes à l'Égypte. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire la même mi-temps sur la deuxième mi-temps, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à attendre, ils ont commencé à fermer les espaces, et dès qu'ils ont eu l'opportunité de faire mouche, ils n'ont pas hésité. Et donc en ça, c'est un match qui a été bien managé par le sélectionneur, et ça démontre bien que l'Afrique du Sud peut faire quelque chose sur le tour suivant. Une petite remarque. Vous avez remarqué qu'il y a 2 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés pour l'écart? J'allais y venir. La vérité des phases de poule, c'est pas la vérité des phases de coupe. Voilà. Parce que les phases de poule, c'est les championnats. Et là, maintenant, on est en véritable phase de coupe où même les grands vont tomber. J'espère que demain, il n'y aura pas d'autres surprises. Demain, Guinée et RDC se qualifient alors. Ben, je ne dis pas non, mais ça peut arriver. Alors, justement, ça tombe bien cette question. On a cette question de Mamadou Dembeleton, je pense qu'il se prend pour un Brésilien, qui dit comment expliquer l'élimination progressive de toutes les équipes qui n'ont pas encaissé de but en phase de poule? Justement. On peut l'expliquer par le jeu des meilleurs troisièmes. On peut aussi penser qu'il y a le jeu de la deuxième chance, à savoir que voilà, tu es passé tout près de l'élimination,
tu as eu une dernière chance, à l'image de ce qui s'est passé sur les 2 derniers qualifiés, que ce soit l'Afrique du Sud et l'autre meilleur troisième, j'ai oublié, le Bénin. Ils sont passés si près, donc ils n'ont plus rien à perdre, et donc ils commencent à montrer de bonnes choses, et donc en ce sens, ça marche bien. Là où il y a les équipes qui ont terminé premières, qui arrivent peut-être un peu sûres de leur force, et qui pensent que la supériorité qui s'est traduite en phase de poule, elle va continuer sur la phase éliminatoire. Ils n'ont pas été habitués au fait d'être mené au score. Aussi, tu fais bien dire ça. On voit on parle même pas d'être mené au score. Moi, j'arrive pas à comprendre la réaction de l'Égypte. L'Égypte, bon, ok, d'accord, t'es à la 85e minute, 80e minute, excusez-moi, tu te dis, bon, il y a 0-0, t'es chez toi, tu veux marquer le but, tu veux pas partir en prolongation. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ils ne voulaient pas partir en prolongation, ils sont partis à l'abordage, ils ont laissé un 2 contre 1 des Sud-Africains qui sont partis en contre, qui vont à 2000 à l'heure avec eux, des personnes qui vont super vite, alors que les Égyptiens, leurs défenseurs qui sont super grands, longilignes, qui vont pas très vite, s'ils sont partis à l'abordage, ça manquait de patience et ça manquait aussi de lucidité de leur part, de se dire bon, je ne gagne pas, on ne gagne pas, faut être patient. T'as Mohamed Salah qui peut débloquer le match d'un coup de patte, donc pourquoi partir à l'abordage et se livrer comme ils l'ont fait? Le seul moment où ils sont livrés, c'est le moment où ça fait mouche. En ce sens, c'est la gestion des momentum côté Égypte, à savoir que le premier match, on se souvient, Zimbabwe 39e minute, RDC 43e minute, ils marquent, Ouganda pareil, donc on voit bien qu'à partir du moment où ils n'ont pas maîtrisé ce momentum, ils ont commencé à douter. Vas-y. Collectivement, on voit qu'au premier tour, les équipes qui sont sorties, que ce soit le Maroc, le Cameroun, on voit qu'elles ont été collectivement fortes. Mais sur les matchs à élimination directe, là, c'est individuellement où il faut faire la différence. Je vois la qualification du Sénégal, même si on me dira que Sadio Mané rate un penalty, mais il fait une différence, il marque un but. On a vu qu'avec, comment on appelle ça, avec l'Afrique du Sud, il marque un but aussi. Ouais. Donc moi, je pense que individuellement, pour des matchs comme ça, c'est individuellement que les joueurs doivent plutôt faire la différence. Je suis pas d'accord. Justement, moi, je pense que, par rapport à la question du téléspectateur, c'est que les équipes qui n'ont pas encaissé en phase de poule n'ont jamais rencontré de véritables attaques qui les mettent en difficulté. Pour une fois qu'ils rencontrent des attaques qui les mettent en difficulté, elles paniquent. Exactement, le Cameroun, Igualo les a mis en difficulté, ils ont paniqué. Le Maroc, pareil. L'Égypte, pareil. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, ces équipes-là se sont un peu endormies. Elles se sont dit, ah ouais, on a une assise défensive, rien ne peut nous arriver, on a un bon gardien. C'est le format aussi de la CAN à 24, où on sait que tu ne vas pas forcément affronter les gros tout de suite. Voilà, donc. Messieurs, on passe aux rencontres de ce dimanche. Comme d'habitude, vous connaissez les pigeons des pronostics avec notre partenaire Mon Petit Prono. La Ligue. Passer un tour sur un match. non, forcément, parce qu'il est impliqué. Le challenge After CAN, c'est la Ligue Stade d'Afrique sur Mon Petit Prono. Vous allez, ça prend 30 secondes pour s'inscrire. On est bientôt 130 à faire les pronostics, donc continuez parce qu'il y aura un cadeau pour le vainqueur. Alors, je veux le vainqueur et le score. On commence par Aliou de Madagascar, RDC. 2-1 pour la RDC. Ah, encore un meilleur troisième qui passe, Richard. Ce match va aller aux prolongations, peut-être au pénalty, mais je pense que la RDC peut gagner. Oh. Elton, Joker 1-0 RDC. 1-0 RDC se mouille. Moi, je crois que la RDC peut commencer sa CAN avec tout ce qu'elle a vécu. RDC. Un score 1-0. 1-0. Et enfin, Algérie-Guinée. L'Algérie qui est la dernière équipe à ne pas avoir encaissé de but. Face à un meilleur troisième encore. Moi, je pense que ça partira aux prolongations de ce match-là. Prolongation. Et je pense qu'ils vont être surpris par la Guinée qui a, comme a pu le dire Elton, un meilleur troisième, c'est sa seconde chance. Et la Guinée pourra montrer un tout autre visage. Donc peut-être qualification Guinée en prolongation, tir au but. Richard. La Guinée, je n'y crois pas parce que la Guinée se fait trop peur. Dans les phases comme ça, c'est très difficile pour elle. Et je ne pense pas devant la philosophie d'un coach comme Jamel Belmadi. Je pense que la Guinée va se faire battre. Et je pense, j'ai même peur que ce soit un score fleuve. Il a dit score fleuve. Elton. 2-1 Algérie en prolongation. 2-1 Algérie prolongation et enfin Terence. 1-0 Guinée. 1-0 Guinée. En tout cas, vous avez vu, c'est mitigé sur les affiches. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Nous, on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Il y aura des invités de choix aussi, vous verrez. Ce sera comme ce soir, ce sera mouvementé. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao.